Cet après-midi, j'ai une super équipe avec moi. On va aborder un point qui moi, en fait, me tient à cœur, en tous les cas. C'est est-ce que finalement, le collaborateur, le vendeur, n'était pas plus important que le client? Est-ce que dans l'ère des réseaux, dans la société de l'engagement, est-ce que le premier relais pour avoir un engagement client, est-ce que ce n'est pas le collaborateur? Donc c'est ce point qu'on va aborder cet après-midi parce que finalement, demain, les magasins continueront d'exister si on est bien accueilli et si les vendeurs sont heureux. Alors pour parler de ça, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir Maria Flamand, qui est responsable de la voix du client chez Leroy Merlin. Donc la voix du client, c'est l'oreille du vendeur. Maria, bienvenue. Thierry Lernon, directeur général e-commerce CRM Cross-Canal chez But. Denis Croze, directeur général digital groupe Beaumanoir. Et Didier Gasté, en charge en fait du CRM et du digital marketing chez Unibail Rodamco. Alors, on va commencer avec toi, Maria, parce que chez Leroy Merlin, c'est quand même une entreprise, donc tu as grande distribution spécialisée, et cependant, donc avec beaucoup de vendeurs, et une des toutes premières entreprises en fait dans le classement des Great Place to Work. Donc c'est-à-dire que les collaborateurs sont heureux chez Leroy Merlin. Eh bien, on essaye effectivement, ça fait plusieurs années, et même depuis l'origine, nous sommes présents au challenge Great Place to Work, et nous naviguons entre la 3e et la 6e place, parce qu'on a devant nous des challengers très très importants et assez fameux. La satisfaction des collaborateurs est aussi importante à nos yeux que celle des clients. On a constaté que quand on gagne 2 points en satisfaction collaborateur, on gagne 1 point en satisfaction client. Et nous avons la conviction depuis très longtemps que la recette de faire vivre à nos collaborateurs l'expérience qu'ils souhaitent faire vivre à leurs clients est la clé de réussite. Et également dans cette symétrie des attentions, parce que maintenant c'est marketé, on l'appelle comme ça, il existe aussi la symétrie des matériels, puisque voilà, sur le sujet sur lequel on est aujourd'hui, demander à nos collaborateurs de travailler sur des outils moins performants que ceux qu'ils utilisent chez eux n'est pas forcément très performant pour eux. Et voilà, nous devons une seule chose, c'est de garantir pour les collaborateurs les meilleures conditions d'exercice de leur métier et pour les managers, les meilleurs talents. Et donc en fait, justement, si on parle de hiérarchie, on s'aperçoit que dans un magasin, pour échanger pas mal avec les équipes, on s'aperçoit que la valeur prend presque plus de place que la hiérarchie au sein des magasins. Oui, absolument. Le partage des valeurs. Absolument. En fait, au-delà des valeurs, c'est notre ADN, puisqu'on est depuis toujours porté par ces valeurs. C'est même un état d'esprit qui nous guide tous les jours. On a engagé depuis 5 ans une transformation cross-canal, alors qui passe également par une transformation culturelle et managériale. Mais il ne faut juste pas se tromper de combat. La digitalisation, ça n'est qu'une mutation organisationnelle et économique. Elle commence à structurer des nouvelles façons de travailler, mais toujours favorise l'esprit d'initiative, l'autonomie et l'intelligence collective. Les premiers créateurs de valeur, ce sont les personnes au plus près du client. Et puis, on a dû aussi apprendre en tant que manager à décloisonner complètement les métiers, les périmètres des métiers pour que chacun intervienne sur un périmètre global pour son client. Et nous avons une phrase pour le dire, ces initiatives, cette responsabilisation, elle passe vraiment par un leitmotiv qui nous guide, c'est si tu le veux, nous pouvons. Et l'entreprise s'inscrit derrière ça. Donc derrière ces initiatives en fait, d'organisation dynamique en fonction des attentes clients, oui. C'est des collaborateurs qui seront peut-être moins des spécialistes et plus des personnes intentionnées par rapport au projet du client, qui vont plus s'intéresser au client. Donc ça, c'est vraiment des évolutions fortes ces dernières années. Alors oui, en fait, ça fait 10 ans, on avait décidé dans le cadre d'une réflexion commune qu'on appelle des sessions de vision partagée où chacun des collaborateurs écrit la vision à 10 ans de l'entreprise. Et la première des missions qu'il se voyait confier était passer de vendeur de produits à vendeur de solutions.
Ça implique quoi? Bien, ça implique que chacun a la responsabilité de la satisfaction finale de son client. Mais au-delà de la satisfaction, parce que ça ne suffit pas à fidéliser nos clients, c'est quoi la satisfaction? C'est respecter les basiques métiers, les standards de nos métiers sans lesquels on n'est pas face à nos concurrents. Ça veut dire également que tout ce qu'on peut en attendre quand on le fait parfaitement, c'est de ne pas les décevoir. Et donc, cette expérience client dont on parle depuis ce matin, nous, on lui a donné une définition. Cette définition, c'est tout ce que j'ai retenu quand j'ai oublié tout ce qu'on m'a dit. C'est-à-dire toutes les émotions et les sentiments qu'ont généré chacune des personnes à qui j'ai affaire dans un magasin ou à distance et qui m'ont permis d'accéder à ce qui me tenait à cœur, c'est-à-dire mon projet. Donc aujourd'hui, dans ce mouvement, en fait, où dans le commerce, on a 3 composantes, une composante transactionnelle, informationnelle et émotionnelle. Aujourd'hui, la transactionnelle, informationnelle, comme tu as dit, est en train de basculer sur le digital. Donc aujourd'hui, c'est vraiment focus sur l'émotionnel, porté par ces éléments technologiques. Absolument. Le digital est un outil, ce sont des outils qui vont nous permettre de libérer toutes les énergies des tâches à non-valeur ajoutée. Ça va libérer justement cet investissement en temps que l'on doit accorder à nos clients. Et puis également, c'est d'avoir cet état d'esprit dont parlait Daniel tout à l'heure, d'être une entreprise, une marque pour nos clients. C'est-à-dire que c'est aussi accompagner en magasin notre client à faire ses achats sur Internet. C'est plutôt... On a choisi depuis plus de 10 ans de ne pas avoir un compte d'exploitation sur notre site Internet qui vend quand même 80 000 références. C'est que le chiffre d'affaires généré sur notre site est redistribué au magasin par rapport à la géolocalisation des clients qui achètent. Et toutes ces énergies-là, elles sont vraiment au service de la personnalisation, de la proximité de nos clients. Et donc là, je vais basculer avec Thierry, parce que là, chez But, pour le coup, il y a une très très longue expérience du digital en magasin, des projets tablettes, des projets bornes, qui ont fait parler dans la presse. Oui, tout à fait. Revenir dessus. Tout à fait. Bonjour à tous. But a été assez précurseur sur le domaine des tablettes et des bornes, puisque je crois que ça a été une des premières grands distributeurs à mettre en place les tablettes et les bornes il y a 3-4 ans. Je crois que c'était en 2012, début 2012. Donc une longue expérience sur ce sujet. Et en même temps, c'est une époque où la stratégie de But était une stratégie de e-commerce assez séparée. C'est un peu paradoxal parce qu'avant-gardiste sur les tablettes et les bornes, mais en même temps une stratégie qui n'était pas fondamentalement cross-canal, un e-commerce qui vivait plutôt à part. Moi, j'ai rejoint But il y a assez peu de temps, et il y a à peu près 1 an maintenant, pour mettre en place une seconde étape qui va vraiment implanter et développer le cross-canal. Et du coup, dans ce cadre-là, on s'est dit, on s'est posé parmi les nombreuses questions, qu'est-ce qu'on fait avec cette expérience de tablettes et de bornes, sachant que 100% des magasins étaient équipés de plusieurs bornes et quasiment 100% des vendeurs aussi. On s'y est pris en deux phases. Une première phase où on a monté un petit groupe de projets assez petit mais très multidisciplinaire, des gens de la DSI, des gens des magasins, des gens du CRM. On s'est fait aider d'une agence pour nous tenir le crayon et modéliser tout ça. Et on a découpé des morceaux de parcours client et des morceaux de parcours vendeur très concrets pour voir dans l'absolu, sans regarder le passé, qu'est-ce qu'on pourrait faire qui soit très directement utilisable par le magasin, c'est-à-dire par les vendeurs ou par les clients en magasin, de façon très concrète, en décortiquant à peu près une dizaine de scénarios possibles. On en a isolé 1 ou 2, un dont je vous parlerai aujourd'hui, qui est la borne, et l'autre qui est encore trop tôt, mais dont on parlera beaucoup sans doute l'été prochain. Et en parallèle de ce travail, on a mené beaucoup d'interviews avec les équipes magasins, et on a observé les clients en magasin autour des bornes existantes. C'est un des gros avantages d'avoir démarré tôt. Et pour moi, c'est essentiel dans cette démarche cross-canal et dans cette démarche de digitalisation pour lesquelles on est là aujourd'hui, c'est d'essayer beaucoup et de tester beaucoup. Il faut vraiment apprendre en marchant. Et le fait d'avoir il y a à peu près 300 magasins chez But équipés depuis longtemps, c'était vraiment un atout. On s'est rendu compte que la borne, en fait, à travers des dizaines d'interviews vendeurs et en observant les clients, était essentiellement utilisée de 2 façons. Le client tout seul devant la borne,
qui passaient beaucoup de temps et qui n'en tiraient pas grand-chose, sachant qu'en fait c'était une borne où on accédait à tout le catalogue sans hiérarchisation, un peu comme un site web où il n'y aurait que l'arborescence produit. Donc peu utile. Et par contre, une vraie utilisation, avec un vrai chiffre d'affaires qu'on a quantifié et qui est en plusieurs millions d'euros, sur l'utilisation en duo entre le vendeur et le client, autour des produits qui ne sont pas dans le magasin. Le but, c'est des magasins entre 2000 et 8000 m². Donc les petits magasins n'ont pas tout l'assortiment. Et vous avez aussi souvent ces phénomènes de couleur ou de taille qui manquent. Vous regardez un produit physiquement, mais il manque la couleur que vous voulez. Vous le regardez sur la borne avec le vendeur qui vous dit c'est les dispos, qui vous montre les variantes, et la vente se conclut. Est-ce que ça veut dire qu'en fait, au niveau des vendeurs, il y a une redéfinition des postes en fait, et des rôles? Alors c'est une autre partie du sujet, c'est ce qui fait que c'est un métier absolument passionnant. Il y a de la technique, il y a du projet, mais il y a une très grosse dose d'humain. On est dans une stratégie cross-canal qui est vraiment double. Développer le chiffre d'affaires e-commerce, mais c'est la petite partie du sujet. La vraie grosse partie du sujet, c'est d'utiliser le digital comme outil au service des magasins. On est dans un constat très simple qu'aujourd'hui en France, je crois qu'il y a 9% du commerce qui est du retail hors alimentaire qui est en e-commerce. Aux États-Unis, ça doit être à peu près le double, en Angleterre aussi. Et donc notre constat, c'est que l'essentiel du commerce se fera toujours dans les magasins. D'autant plus sur nos catégories de produits, le meuble, on n'aura jamais 80% de e-commerce. Et donc, le fait d'avoir 300 magasins et 6000 salariés dans les magasins, c'est un outil absolument inégalé et inégalable. Et le gros enjeu, c'est de développer un peu les ventes e-commerce, mais c'est surtout d'utiliser tout l'écosystème digital, le site, le mobile, le CRM, le marketing relationnel au service des vendeurs. Il y a du coup un gros enjeu d'acculturer les vendeurs et d'acculturer les équipes magasins au cross-canal et au digital, sachant qu'il y a toujours une crainte ou une accoutumance à faire. Les gens de magasins, même si on est en 2015 et que les choses évoluent grandement, ont toujours un peu tendance à voir un autre magasin comme un concurrent. C'est même vrai pour les magasins entre eux, d'une même enseigne. C'est vrai pour les magasins des concurrents, mais c'est aussi vrai sur un site web. Et du coup, il y a tout un enjeu d'acculturer, de mettre les choses en perspective, d'expliquer que le site ne fera jamais 50% du chiffre. Ça paraît simple, mais c'est une évidence à dire. De bien observer aussi quels sont les irritants. Le cross-canal ou le e-commerce génère toujours des irritants dans les équipes magasins parce que ça a été fait sur le côté, parce que ça a été fait trop vite. Donc bien observer les irritants, mettre en place des plans d'action et des équipes dédiées à l'éradication de ces irritants, former et bien comprendre aussi les descriptions de postes et les modèles de rémunération. Les équipes magasins sont souvent rémunérées, incentivées sur leur vente. Le web peut avoir des effets de dilution de tout ça. Il faut vraiment bien le comprendre, communiquer en amont avec les organisations syndicales et avec les comités d'entreprise, avec les RH, pour travailler à la source les craintes qu'il peut y avoir là-dessus et toutes les solutions à apporter pour que ce soit vu comme un outil et comme positif pour tout le monde et pas comme un compétiteur en interne. Alors, de plus, le digital peut permettre justement d'éviter certaines tâches qui sont pas très intéressantes au niveau des équipes magasins. Le digital peut éviter ces tâches fastidieuses et donc c'est un moyen de mieux faire apprécier le digital par les métiers. Et donc là, je me tourne vers Denis de Beaumanoir, où justement, vous avez été très très loin là-dessus, sur justement, quelque part, rendre chacun de vos articles des objets connectés à Internet, pour faire en sorte, grâce à du RFID, pour faire en sorte justement de faciliter la tâche de vos collaborateurs et quelque part d'enchanter un petit peu leur quotidien. Vous connaissez les groupes Beaumanoir ? On a un groupe de marques de mode internationales. Vous connaissez peut-être notre magasin Morgane chez les Champs. On a Morgane, Bonobo, Bréal, La City, Cache-Cache. On a 2500 magasins dans le monde. Et on fait à peu près 1,4 milliard d'euros de chiffre d'affaires, dont 100 millions sur Internet. Et avant de parler quoi, je voulais dire pourquoi. En fait, on a fait beaucoup d'innovations, d'expérimentation dans nos magasins comme But aussi. Donc, on a expérimenté des vitrines interactives, de l'affichage dynamique, des bornes, des tablettes d'extension des gammes. On a fait beaucoup d'expériences. Et on a constaté quand même que
cette technologie ne pouvait pas être utilisée par les clients sans les vendeurs. Donc c'est quelque chose qui s'utilisait ensemble. Donc du coup, effectivement, on s'est dit, bon, dans ce cas-là, il faut qu'on libère du temps de nos vendeurs pour passer sur ces tablettes ensemble avec les consommateurs, ou en utiliser d'autres technologies dans le magasin. Mais on n'avait pas ce temps-là, donc on n'avait pas le temps disponible. Donc les vendeuses étaient systématiquement prises à vendre à d'autres clients qui ne voulaient pas être digitalisés. Comme vous le savez, le taux de transformation de magasins, surtout dans le textile, est juste proportionnel au temps de présence de vendeurs sur le terrain. Après, il y a deux autres constats. Moi, je n'ai jamais vu un site internet qui transformait à 20-30% son audience. Et j'ai jamais vu de magasin qui faisait 50 millions de visiteurs par an. C'est le cas de nos sites web. Donc, bien évidemment, il fallait continuer à mettre en place nos stratégies du cross-canal. Donc, notre plus grande vitrine, c'est le site internet. La transaction se passe là où le taux de transformation est supérieur, donc dans le magasin. Donc, on a 50 millions sur le web qu'on amène dans le magasin et on transforme dans le magasin. Et donc, du coup, on rajoute encore de nouvelles tâches. Les colis commandés sur Internet, il faut les remettre. Les réservations en click and collect, il faut aller chercher la pièce et la mettre dans les cabines. Donc, il y a énormément de tâches qui sont des tâches autres que la vente, qui se sont rajoutées dans l'agenda, dans l'emploi de temps de nos vendeurs. Et donc, du coup, on s'est dit, ouais, il faut qu'on fasse quelque chose. Et on a décidé de digitaliser l'ensemble du process, en fait, du produit, de logistique dans notre groupe. Et donc, on a mis en place la technologie RFID. Vous savez ce que c'est? C'est les petites puces qui sont capables d'être lues à distance avec un code unique de chaque produit intégré dans le produit. Donc, nous, on a mis ça en place en mode test dans quelques magasins pendant un certain temps, 2 ans. Et ensuite, on a décidé d'implémenter le source tagging. Ça veut dire que les puces sont intégrées dans les vêtements pendant le process de fabrication. Donc, c'est vraiment intégré dans les vêtements. Donc, du coup, j'ai un petit film à vous montrer qui vous explique comment ça marche. Bref, quand on passe commande, c'est pareil, mais c'est plus pareil. Alors d'abord, chaque article a un numéro de série unique. On fabrique la puce, on la coud au produit. Et donc maintenant, on sait tout. Quand c'est prêt, quand ça part, quand c'est en route et quand ça arrive. Et ça, c'est valable pour chaque étape de chaque vêtement. On le suit tout le temps, partout. Bref, le t-shirt passe par ses logs, alors ça va vite, très vite. Il est livré, il est flashé, il rentre sur le tapis, il sort du tapis, il est trié, il est chargé. Le camion part, le camion arrive, bref, on le suit tout le temps, partout. Donc du coup, quand je réceptionne le carton, j'ouvre même pas. Plus de problème entre la gestion du stock en réserve et des produits qui doivent aller en magasin. Mes clientes sont conseillées jusque dans les cabines. Par exemple, là, en fait, il lui fallait un M. Elle m'envoie une demande, je connais mes stocks en temps réel et pendant que je m'occupe de lui amener en cabine, elle peut surfer pour découvrir des propositions de look en accord avec son produit. Au passage en caisse, en 3 secondes, tout le sac est détecté, la cliente est encaissée, le stock est mis à jour et on n'a plus besoin d'antivol, on a la RFID. Le lendemain, finalement, elle le voulait en S. Repassage en caisse, changement de statut, le stock est remis à jour. Maintenant, il n'y a plus d'erreur dans les stocks avec la RFID. L'inventaire ne prend plus que quelques minutes et le plus beau dans tout ça, c'est que tous les services centraux sont informés en temps réel. Et comme tout a une fin, et par respect de la vie privée, au premier lavage, la puce est détruite. Bref, ça se passe comme ça avec la RFID. C'était rapide. Mais en fait, c'est ça, les technologies a fait une sorte que tout est rapide maintenant chez nous. Il y avait aussi, vous avez vu les cabines interactives qui sont opérationnelles dans quelques magasins chez nous aujourd'hui. C'est la cabine qui reconnaît les produits que la consommatrice apporte en cabine et qui propose sur l'écran effectivement tout l'assortiment de tailles, de couleurs disponibles, qui propose des produits supplémentaires qui constituent un look cohérent et qui donne la vision aussi à nos vendeurs qui sont dans la zone cabine, qui sont les produits qui sont en train d'être essayés, qui sont les produits demandés. Donc les vendeurs sont équipés par un petit beeper, même si ils ne sont pas physiquement dans la zone des cabines, ils sont alertés quand les clients demandent une pièce dans les cabines. Et c'est une technologie qui fonctionne pour nos clients, mais surtout, c'est les vendeuses qui sont absolument ravis
parce que ça change leur métier. C'est une vraie transformation du métier de vendeuse, là, pour le coup. Elles deviennent vraiment des hôtesses, en fait. Exactement. Elles accueillent. On a découvert que ces cabines sont utilisées par les vendeuses elles-mêmes, parce que c'est un moyen pour elles de connaître mieux les produits. Donc... C'est aussi une des découvertes qu'on a fait sur les bornes, c'est que les bornes, c'est un fabuleux moyen pour former les vendeurs aux nouveaux produits. C'est un grand écran, le produit est mis en valeur. Et du coup, dans la nouvelle version qu'on va faire, il y a toute une partie, sans doute, on est en train de le finaliser, sur l'utilisation pour la formation interne le matin, avant l'ouverture du magasin. Pardon d'avoir... Il y a un autre aspect, je n'ai pas mis ça dans le film, on a un autre film interne que je ne peux pas montrer, mais en fait pour promouvoir, pour expliquer les technologies, on a fait des interviews avec les vendeuses de magasins déjà équipés, il y en a une trentaine, et c'est des vendeuses qui expliquent, grâce à RFID, je suis mieux maquillée, je m'habille en robe, je me sens mieux. En fait, l'explication est qu'elles passent moins de temps à manipuler les cartons, à biper les pièces, à mettre les antivols, à enlever les antivols en caisse, etc. Donc, c'est des vraies vendeuses, c'est des gens qui valorisent leur dimension, comment je vais dire, les dimensions sociales de l'acte d'achat, en fait. Donc là, on est vraiment sur des vendeurs en fait engagés qui vont avoir du temps pour développer leur périmètre relationnel, hein, donc leur communauté, hein, sujet qui est extrêmement important aujourd'hui, hein, justement pour susciter l'engagement des clients. Donc, est-ce que ça veut dire qu'également, elles vont avoir tendance à externaliser en fait ces relations? Est-ce que les magasins éphémères, je sais pas, peut-être des ventes à domicile, vous avez imaginé d'autres scénarios justement pour accompagner ces vendeuses un petit peu à l'extérieur du magasin par rapport à ce développement des réseaux? À l'extérieur du magasin. Alors, je pense que c'est du temps libéré et c'est des process qui sont automatisés. Donc les vendeuses, par exemple, ne considèrent plus le site web comme un concurrent. Donc les commandes qui arrivent dans le magasin, c'est facile de les remettre aux clients. Donc c'est la technologie qui leur rend la vie plus facile. Donc du coup, elle peut passer effectivement plus de temps à animer la communauté autour d'elle à travers son compte Facebook perso. Ce qu'on encourage beaucoup. C'est dans le petit commerce, c'est vraiment les relations one-to-one entre le magasin et les gens qui habitent autour qui fait le chiffre d'affaires. Et après, c'est aussi pour nous une plateforme d'innovation parce que grâce à cette technologie, on peut mettre d'autres projets d'innovation dans le magasin. Là, par exemple, dans le magasin des Champs-Élysées, on va lancer, on a déjà physiquement installé, mais c'est les soldes, donc on n'a pas lancé physiquement, un display virtuel qui permettrait de vendre l'ensemble de la gamme de la City à l'intérieur du magasin de Morgan. Donc c'est vraiment un projet d'extension des gammes avec tout le back-office et commerce branché sur ce display. Mais la recherche des produits se passe par un scan RFID de pièces qui sont présentes dans le magasin. Donc encore une fois, c'est une façon d'améliorer le process de vente. Maria, encourager les collaborateurs à s'exprimer à l'extérieur du magasin, sur les différents réseaux sociaux ou sur les ventes éphémères? Alors, on va plus loin qu'encourager puisqu'on les valorise. Nous, on leur demande d'aller voir les avis produits sur le site, de répondre à leurs clients qui ont des questions techniques ou qui émettent une insatisfaction quelconque. Leur participation, leur engagement en exposition sur d'autres lieux que leur lieu de travail est très fortement demandé chez Leroy Merlin. Et puis, je voulais rebondir un petit peu sur ce qu'on vient de dire en termes de... Voilà, ça change aussi en termes de RH, l'employabilité des collaborateurs dans nos magasins. Par exemple, lorsqu'on a mis en place ce qu'on appelle les SCO, c'est-à-dire les caisses automatiques, eh bien, nous n'avons pas réduit le nombre de collaborateurs. Nous avons réinventé une nouvelle mission, c'est-à-dire qu'à partir du mois prochain, dans tous nos magasins, il y a un welcomer qui ne sera rémunéré que pour accueillir les clients. Donc voilà comment nous réinvestissons les temps gagnés. Merci. Et alors, en fait, si on sort du magasin, eh bien, on va se retrouver dans la galerie. Et donc, c'est pour ça que j'ai demandé à Didier de venir, parce que je pense que c'est vraiment intéressant de voir comment donc, les galeries commerciales se positionnent par rapport à cette volonté qu'on les marque, de mieux exposer leurs collaborateurs, en tout cas d'encourager leurs collaborateurs
à s'exposer à l'extérieur du magasin. Comment faire en sorte, quelque part, de casser les murs du magasin pour développer des vraies communautés de proximité. On sait bien que le local a une vraie force. Donc, Didier, voilà, ta vision en tant qu'acteur de ces centres commerciaux. Oui, on préfère centre commercial que galerie commerciale d'ailleurs. Mais donc Unibail-Rodamco, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un opérateur immobilier qui a des centres commerciaux en Europe. On a plus de 70 centres commerciaux en Europe, dont les 4 temps, Paris 2, Vélizy 2, des centres que vous connaissez bien. Et avec toutes les équipes de centres, qu'est-ce qu'on essaye de faire? C'est de proposer la meilleure expérience client dans nos centres. Et on peut voir qu'il y a plein d'innovations dans les enseignes, mais que ces innovations, elles sont un peu par silo. Alors que le client, il ne va pas chez Bonobo, puis chez Leroy Merlin, il va dans notre centre commercial. Il faut lui proposer l'expérience client la plus fluide possible et sortir un petit peu de cette expérience en silo pour avoir une expérience unifiée. Donc qu'est-ce qu'on essaye de faire? C'est de lui proposer versus nos compétiteurs en général, les autres centres commerciaux, mais aussi le retail de rue, le high street, l'e-commerce bien sûr, l'expérience qui soit la plus simple pour lui, la plus riche aussi. Tu parlais de ces 3 piliers, l'information, l'émotion, la transaction. Alors moi j'ai pas de transaction parce qu'ils achètent rien pour les aux 4 temps dans la galerie, mais chez vous. Et le but du jeu, justement, c'est que sur la partie information et émotion, on soit les meilleurs. Et pour l'instant, je pense que sur l'information, on essaye d'être des relais de vos produits, de votre offre, de votre image. Sur l'émotion, je pense que dans nos centres commerciaux, on essaye de travailler des services qui font en sorte que la visite soit mémorable, qu'on s'en souvienne, qu'on a envie de venir et de revenir. Et sur la partie transaction, je pense qu'il faut qu'on ait plus de collaboration avec les enseignes. Quand je vois tout ce qui se fait, j'ai un peu les boules, quoi. Je me dis comment on fait pour faire en sorte que mes 45 millions de visiteurs des 4 temps, parce que vous n'avez pas de boutique qui fait 50 millions de visiteurs, mais nous on a de la chance d'avoir des centres commerciaux qui en font 45. Comment je fais pour qu'ils sachent toutes les expériences qui sont proposées en magasin? Comment je fais pour rendre l'accès à ces innovations le plus simple possible? On a parlé pas mal d'innovations en in-store avec du beacon. Le beacon, c'est super cool, mais il y a un truc qu'on oublie, c'est qu'il faut une application mobile, quoi, pour faire ça. Et tous ceux qui essayent d'avoir des porteurs d'applications mobiles savent le coût que ça engendre. Nous, on recrute des porteurs d'applications mobiles pour les 4 temps, pour les Vélizy 2, pour Paris 2. On en a un certain nombre et des actifs géolocalisés. Et on demande que ça, en fait, de les mettre à votre disposition pour proposer la meilleure expérience de bout en bout. On ne demande pas d'argent pour pousser les promotions sur nos applications mobiles. On collabore avec mon équipe, mais aussi on a une structure lab qui est un vrai laboratoire d'innovation pour le shopping. Donc Unibail-Rodamco, c'est certes une foncière, mais c'est aussi une structure qui veut innover sur le shopping. Donc tous les retailers qui sont dans la salle, je vous invite à venir nous voir, quoi. Donc là, on est devant un vrai challenge, c'est probablement le futur. Est-ce que les marques vont donner la possibilité à leurs collaborateurs ou à leurs services à être exposés sur le site qui les accueille? Et est-ce que le site qui les accueille est prêt à mettre en place des infrastructures pour agréger en fait ces informations? Concrètement, est-ce qu'on peut imaginer des centres commerciaux qui mettent en place des réseaux sociaux propres au centre commercial sur lesquels en fait les collaborateurs des différents magasins présents dans la galerie pourraient s'exprimer pour avoir une vraie animation par des vendeurs identifiés visuellement? Est-ce qu'on peut imaginer demain que des marques ouvrent leurs API en termes de stock, en termes d'opérations marketing à la galerie pour que la galerie devienne un point fédérateur en fait par rapport aux marques? Qu'est-ce que vous en pensez autour de la table? Le fait de casser ces silos et vraiment de créer une communauté. On est bien sur cette notion de communauté? Je vais juste pour introduire, je pense que c'est un vrai problème de gouvernance chez les retailers, de se dire quel est le degré de liberté que je donne à la boutique, aux vendeurs. Honnêtement, qu'on essaye pour
je ne sais pas, pour la rentrée, d'avoir des offres particulières différenciantes pour nos centres commerciaux qu'on va voir les responsables de boutique. C'est vrai que la liberté qui leur est laissée est parfois assez moindre, et sur la prise de parole aussi sur les réseaux sociaux. Tu parlais des réseaux sociaux. On a des pages sur lesquelles on a un certain nombre de consommateurs, que ce soit Facebook, que ce soit Twitter, qui se plaignent d'une expérience qui leur a pas plu chez tel ou tel retailer. On a deux cas. On a les enseignes qui réagissent parfois sur nos pages ou qu'on sollicite et qui sont équipées pour répondre, pas forcément au siège, hein, mais le responsable de boutique. Et puis on en a d'autres où honnêtement on n'arrive pas à essayer d'apporter une réponse. Donc je pense que outre les outils pour supporter, il faut déjà, dans l'écosystème qui existe, avec des réseaux sociaux qui sont en place, avec les clients, on n'a pas besoin de leur créer des nouveaux canaux, hein, ils en ont déjà plein pour prendre la parole. Je pense que c'est avoir une gouvernance qui laisse la liberté aux équipes magasins aussi de réagir en bonne intelligence et de manière pragmatique pour répondre aux clients comme elles le font en face à face en fait. Oui, vous avez complètement raison. En fait, il faut considérer nos points de vente comme des lieux de vie dans un ensemble qui est ce que vous défendez. Et puis, moi, je crois que laisser la liberté à tout à chacun de s'exprimer lorsqu'il est interpellé par un client ou pas, par un internaute qui n'est pas client ou pas, doit permettre à notre écosystème de prendre la parole. Quand je parle d'écosystème, je parle bien sûr de chacun des collaborateurs, mais je parle aussi de nos fournisseurs, des institutions avec lesquelles nous travaillons, les fondations, etc. Je pense que l'intelligence collective fera la réussite individuelle. Oui, donc est-ce que demain, est-ce que c'est pas le vrai challenge, c'est de recréer en fait ces forces locales, ces communautés locales, en faisant en sorte que retailers et, je dirais, sites qui les hébergent partagent les relations, donc fassent en sorte que les individus redeviennent des commerçants et créent cette place de marché qui a sa force et qui est notamment très très forte par rapport aux géants de l'Internet qui sont généralement des compétiteurs sur la donnée, sur les réseaux sociaux. Denis ? Je pense qu'on doit mieux coopérer, ça c'est sûr. Par contre, comment je dirais, il faut qu'on trouve la bonne direction. Moi, je suis persuadé que nous, on a quelque chose à faire pour rendre nos magasins plus modernes, plus attirants dans les centres co, pour améliorer l'expérience des clients. Donc, on travaille, on a des projets de rendre nos vitrines plus interactives. Depuis l'extérieur du magasin, donc depuis le centre commercial. Il y a bien évidemment la communauté du centre commercial qu'il faut animer par le centre commercial. Je pense que ce n'est pas la bonne idée de ramener le trafic par la notoriété de nos marques, parce que c'est le trafic que nous, on amène dans nos magasins naturellement. Donc, ce n'est pas le fait de mettre nos produits sur on peut dire sur le site du centre co, mais par contre, faire une sorte de ramener le bon trafic grâce au digital dans le centre co, le trafic qui correspond à l'offre qui est présente dans nos magasins, oui, bien sûr. Donc les réseaux sociaux, à mon avis, c'est vraiment la niche à privilégier pour les centres co. En termes de service pour les enseignes, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, je pense que la valeur ajoutée aussi de ce qu'on essaye de faire chez Unibet Rodamco, c'est pas tant d'attirer avec, d'utiliser votre pouvoir d'attraction des enseignes. Certes, c'est en partie notre métier. Le mix merchandising, c'est de faire en sorte qu'on attire le plus de monde possible pour justement polliniser les achats et faire en sorte que peut-être que quelqu'un viendra pour une enseigne de Beau Manoir et puis consommera chez Leroy Merlin après. Donc oui, c'est un objectif. Mais le deuxième objectif, c'est aussi de vous apporter du prospect en fait, de la connaissance sur vos non-clients. Quand j'entends vos outils de tablettes, de personnalisation, que ce soit du message, de l'offre, de la communication avec le client, il faut de la donnée client, il faut de l'information. Et nous, en ayant 45 millions de visiteurs aux 4 temps, ils ne viennent pas forcément à chaque visite dans une de vos boutiques, mais ils viennent chez les 4 temps. Et en partageant cette information, on pourra sans doute vous aider à avoir plus de visites, plus de chiffre d'affaires. Il y a deux autres pistes intéressantes à mon avis autour de cette idée de communautaire. C'est
tous les distributeurs de façon diverse ont toute cette masse d'expertise en magasin qui connaît bien les produits, qui connaît bien les clients et que le digital permet d'utiliser de façon différente par rapport au passé. Si on prend le cas de But, il y a de l'électroménager et du meuble. Les fiches produits sont jamais complètes, il manque des photos, il manque des vidéos, il manque des explications ou alors c'est écrit en termes très techniques. Et du coup, il y a un gros enjeu qu'on n'a pas encore exploité. On commence à y réfléchir un peu, mais pour moi, le gisement est énorme d'utiliser l'expertise des vendeurs ou des pros de tel ou tel produit en magasin pour enrichir le contenu produit et faire d'une autre façon son métier de vendeur qui est un métier d'explicateur de produits aussi. Et la deuxième piste, c'est le fait que le digital permet de façon très fluide de donner la parole au local. Quand vous avez une marque avec un réseau de X magasins, il y a souvent un plan national, mais il y a aussi souvent un plan local. Et en utilisant bien l'écosystème, Denis parlait des sites qui font 50 millions de visites, c'est un site unique. Un des enjeux, c'est de donner la main à chaque magasin. C'est un des premiers projets que moi j'ai lancé chez But, pour utiliser sa page magasin et y pousser ses promos locales, ses déstockages locaux, et aussi la homepage, puisque c'est là où il y a le plus de trafic, en identifiant le client soit de façon active, soit par une géolocalisation passive, pour que quand il vient sur le site national, il sache ce qui se passe dans son magasin à lui et faire levier sur ces 50 millions de visiteurs qui sont gratuits. Merci beaucoup Thierry. Il reste que quelques secondes, quelques minutes. Une question, super. Question à la salle, vas-y. Sûr. Il faut revoir le parcours global en effet entre les marques, un lieu comme Decathlon ou autre chose, en effet pour faire un parcours global pour que les communautés puissent s'exprimer, on donne la chance à la dimension locale de faire des choses, mais n'oubliez pas qu'il y a quand même une défiance entre marque enseigne et les... Ouais. Et en fait, ce point, justement, je voulais essayer d'aller au-delà en posant la question, est-ce que c'est pas par les vendeurs, en fait, qu'on pouvait créer ces communautés sans pour autant laisser fuiter ou laisser communiquer le contenu des marques, en fait. Et donc moi je peux poser une question, c'est à quand des cartes de visite pour les vendeurs et à quand en fait un mur à l'entrée de la galerie commerciale avec la photo des vendeurs, son email, son magasin, et là on aurait vraiment une création d'une communauté. Réagir sur ces deux points. Oui, moi je tiens à réagir parce que depuis toujours cette transparence est hyper importante. Nous on le met en place dans les magasins parce que chaque client qui rentre sait par qui il va être accueilli et puis qu'il ait une notion de comment je vais pouvoir contacter le petit gars qui m'a servi tout à l'heure. Et c'est aussi le réceptacle de la première data d'une entreprise. C'est que le conseiller de vente qui vient de servir un client et qui le revoit 15 jours après va pouvoir lui demander comment s'est passée l'installation de votre salle de bain. Et si ça, c'est pas de la data, et c'est vachement personnalisé, quoi. Donc... Et quand on parle de faire fuiter ce qu'on peut transmettre par les enseignes, bien sûr, il y a la communication locale qui doit être beaucoup plus importante que le national. Et c'est pour ça que la prise de parole de tout à chacun est très importante dans cette générosité que peuvent avoir les gens à communiquer et à poser des questions. D'autres questions ? Sinon, moi j'ai une question pour la salle en fait. Probablement en fait que l'engagement du collaborateur va passer par un point. Ce collaborateur, aujourd'hui, il a une face digitale très souvent. Est-ce que chacun de vos collaborateurs en magasin a une adresse email professionnelle? La vendeuse, la plieuse, au stock. Est-ce que chacun a une adresse email? Oui, non? Non. Ça se fait pas? Et est-ce qu'elle a le droit, donc, si elle en a une, de l'utiliser? Je pense que là, il y a quand même une clé, en fait, de l'engagement du collaborateur. Puisqu'aujourd'hui, quand on n'a pas d'adresse email, quelque part, on n'a pas d'identité digitale. Et je crois que... on va finir là-dessus, mais... Vous êtes d'accord avec moi? Oui, si. J'ai envie de le dire d'une autre façon, je suis complètement d'accord. C'est que le marketing relationnel est complètement intégré dans le cross-canal parce que c'est ça qui est en train de commencer à donner la main au vendeur pour prolonger le discours en dehors de la relation physique du client qu'il a. Et c'est ce qui lui permet de continuer le discours une fois que le client a quitté le magasin.
C'est l'équivalent de la carte de visite qui permet de le reconnaître. Et c'est le marketing relationnel digital par essence qui permet de faire tout ça. On n'en est qu'au début. C'est une autre façon de dire que chacun doit avoir une adresse digitale parce que c'est comme ça qu'on se cause. Et je voudrais rajouter également sur ce qui vient d'être dit. On met beaucoup d'argent sur la table pour la fidélisation de nos clients. Ben, si on fait tout ce qu'on vient de dire, on travaille la fidélité qui est incontournable pour faire rentrer nos clients dans un programme. Merci beaucoup. Merci Maria, merci Denis, merci Didier, merci Thierry et surtout merci beaucoup à Jean-François Gomez pour son soutien dans l'organisation de ce panel. Merci beaucoup à toi Jean-François.